Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Merci beaucoup, premièrement, pour l'invitation. C'est très apprécié. Très heureux d'être ici avec vous. Non seulement pour la belle ville de Lille que j'ai pu apprécier durant les derniers jours, mais également pour échanger avec vous sur les pratiques, qu'est-ce que vous faites en France, les comparatifs qu'on peut faire avec ce que nous on fait au Québec ou au Canada. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant donc de faire ce partage, ce transfert de connaissances. J'avais une question, en fait, que je voulais vous poser, premièrement, pour connaître un peu qui est mon auditoire. Et peut-être à main levée, qui est dans la maîtrise d'ouvrage? Vraiment maîtrise d'ouvrage pour des entrepreneurs généraux? Une seconde, il va se présenter. Bonjour à tous, Louis Chicoteau, je travaille pour l'aéroport de Lille en tant que je porte la mission de maîtrise d'ouvrage sur le projet de modernisation de l'aéroport et aussi donc sous la houlette de FH Concession qui a la concession de l'aéroport. Donc, maître d'ouvrage mais qui appartient à un groupe de construction, c'est un peu particulier comme situation. Merci. Puis l'objectif, c'était pas de vous mettre là, comme on appelle en Québec, on the spot. Au niveau de la maîtrise d'œuvre. OK. Et pour le reste, je présume on a beaucoup d'académiques, etc. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais débuter sans plus tarder ma conférence. Je suis le dernier. Je vous parle de contrat, donc j'espère que je vais quand même trouver le moyen de vous intéresser. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre vous qui étiez très curieux sur le mode IPD et finalement en quoi le contrat IPD diffère d'un contrat en mode traditionnel. Et lorsque je réfléchissais à la conférence, je vous dirais, ce qui m'est vraiment apparu comme étant la différence la plus fondamentale, c'est que c'est un changement de paradigme. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui de changement de paradigme. Et je crois que c'est un des termes, en fait, qui reflète beaucoup où on s'en va dans l'industrie de la construction. Et quand je parle de changement de paradigme, ce que je veux dire, c'est que au niveau contractuel, au niveau du contrat IPD, c'est que normalement, lorsqu'on pense à un contrat de construction ou un contrat de service professionnel, on a tendance à penser à, évidemment, à quoi sert le contrat? Généralement, on va signer le contrat, on va le conclure, on va le négocier, mais ultérieurement, qu'est-ce qu'on fait avec le contrat? Bien, on le sort lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des litiges, lorsqu'on a des enjeux. Et finalement, le contrat devient un outil pour prévoir les risques des différentes parties, puis de la façon de les gérer, mais surtout de comment on gère des problèmes, comment on gère des différends. Et j'aimais bien la conférence, la présentation d'un de mes collègues un peu plus tôt qui parlait de, finalement, lorsqu'on pense à construction, ce qui est important, c'est de toujours avoir en tête la gestion des risques parce que c'est une entreprise très risquée que la construction. Donc, dans un mode traditionnel, lorsqu'on pense à un contrat, on pense à une gestion de risque et on pense à une gestion, ou plutôt une façon de gérer les droits et les obligations des parties. Et surtout, si jamais on est dans un contexte de dépassement de coûts ou dépassement de délai, bien, à ce moment-là, c'est qui est responsable et comment je fais exécuter mon contrat. À l'inverse, dans un contrat IPD, et là, c'est là le changement de paradigme complet, c'est que le contrat n'est pas là pour en anglais, on dit « enforce a contract », n'est pas là pour faire exécuter les obligations, mais plutôt l'outil qui va vous permettre de vous donner l'environnement contractuel de travailler, comme pour faire une analogie avec, je suis quand même québécois, donc on aime le hockey, donc on parle souvent de « à visière levée ». Donc, le contrat IPD va vous permettre de vous donner l'environnement contractuel qui va faire en sorte que vous allez pouvoir collaborer, que vous allez pouvoir travailler ensemble sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et lorsqu'il arrive des problèmes, de vouloir avoir comme réflexe de vous protéger
protéger vos intérêts. C'est quelque chose qu'on a entendu un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, le contrat IPD est vraiment, je vous dirais, un outil qui vous permet de collaborer, de sorte que lorsque vous lisez un contrat IPD ou un contrat Alliance, vous allez voir que c'est complètement différent de ce qu'on voit généralement. La clause la plus intéressante, la plus importante qu'un avocat va vouloir lire dans un contrat IPD, ça va être la clause de limitation de responsabilité, parce que c'est une clause qu'on ne retrouve pas normalement dans des contrats en mode traditionnel, puisque c'est l'élément clé qui fait en sorte que les gens peuvent collaborer. On a dit tout à l'heure que le mode IPD, essentiellement, c'est de donner En fait, c'est des incitatifs. Un incitatif au niveau monétaire, mais et aussi un incitatif au niveau des risques, parce que c'est une gestion de risque commune, le contrat IPD. Et qui dit gestion de risque commune, dit nécessairement, mais quand il arrive des différends, qui assume quel risque? Et il n'y a pas de solution universelle à la gestion de risque, à l'attribution des risques. Si vous regardez sur un continuum de 1 à 10, vous allez voir que le mode traditionnel est un mode où les risques sont transférés à 100 %, alors que si vous regardez le mode IPD, vous allez voir que sur l'échelle de 1 à 10, c'est vraiment une exonération complète des risque du projet au niveau du dépassement budgétaire, au niveau du dépassement de coûts, au niveau d'un vice d'exécution des travaux, au niveau d'un vice de conception. Donc, c'est vraiment là, c'est une limitation, exonération complète des responsabilités. Donc, évidemment, vous comprendrez que lorsqu'un avocat lit cette clause-là, il va avoir comme réflexe de se demander qu'est-ce que ça va. Autrement dit, est-ce que c'est acceptable pour mon client? Est-ce que quelle façon je vais négocier cette clause-là? Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le contrat IPD, c'est vraiment l'environnement que ça permet, comme je me répète, mais c'est vraiment un élément important, c'est l'environnement que ça permet d'offrir aux différents collaborateurs qui vont être capables de, pour reprendre ce que Daniel disait un peu plus tôt, de travailler dans une big room. Une big room où les professionnels, puis nous au Québec, on dit toujours les professionnels qui incluent les architectes et les ingénieurs. Donc, on va pouvoir avoir dans la même salle des professionnels, donc des ingénieurs, des architectes. On va pouvoir avoir le surintendant de chantier, les représentants de l'entrepreneur, du maître de l'ouvrage et peut-être même un fournisseur de matériaux. Parce qu'on fait de la préfabrication, excusez-moi, et peut-être même aussi un sous-traitant spécialisé, parce qu'en raison de la nature de l'ouvrage, ces services sont intéressants. C'est intéressant de l'avoir directement dans la phase de conception, si bien que dans cette pièce-là, on va pouvoir avoir des gens qui vont échanger de l'information sans aucune barrière, sans aucun cloisonnement, et qui n'auront pas le souci, ou plutôt la crainte, lorsqu'ils vont échanger cette information-là, de se tromper, parce qu'ils vont savoir que lorsqu'ils partagent leur information, c'est dans un objectif, autrement dit, commun, de travailler ensemble, puis d'atteindre les objectifs fondamentaux du projet, qui sont évidemment d'avoir le projet avec la plus grande valeur pour le propriétaire, mais également on peut dire des avantages assez égoïstes qui sont de faire du profit, de sorte que si on prend par exemple un projet en mode traditionnel, on se trouverait potentiellement dans une situation où une question, puis nous au Québec, on appelle ça des questions-réponses techniques, lorsque un sous-traitant a une question qui doit acheminer à l'entrepreneur général, qui doit l'acheminer au professionnel. Donc, lorsqu'on est sous sous-traitance, la question qui est posée par le sous-traitant, qui est acheminée au sous-traitant, à l'entrepreneur général, au professionnel, qui dispose d'un délai de 10 jours ou 15 jours pour répondre à la question puis faire le chemin inverse, peut prendre parfois, par exemple, 2 semaines, alors que dans une big room, peut-être que finalement, ça aurait pris 15 minutes.
Donc, et moi, je suis avocat, donc évidemment, je ne suis pas un expert au niveau technique, mais à force de faire des litiges de construction, j'ai acquis un certain bagage. Et ce que je constate avec quelques années derrière la cravate, c'est que une des composantes les plus importantes dans un projet de construction, c'est d'avoir une information de qualité en temps opportun. Donc, qui dit information de qualité en temps opportun dit évidemment, en fait, le corollaire de ça, c'est d'avoir une planification, conception, phase d'élaboration, on peut l'appeler comme on veut, mais qui soit adéquate et qui va faire en sorte que lorsqu'on va être en phase d'exécution, eh bien, on ne va pas découvrir des choses, autrement dit, qu'on aurait pu voir à l'avance, de sorte que tout ce qui est, je pense en France, vous dites des RFI, des questions-réponses techniques. Comment? Request for Information, c'est ça les RFI. On a le même principe. Donc, on tente évidemment de limiter le plus possible les RFI. Et à la blague, hier, on disait, durant notre souper qu'on avait que les avocats, on parle toujours trop. Donc là, je n'ai même pas changé ma diapositive. Et comme Daniel me disait hier, j'ai sûrement fait 15 minutes. Je suis rendu où dans mon temps? C'est très intéressant. Ça continue, ça va bien? OK. Donc, finalement, pourquoi qu'on a besoin oui, c'est beau, on peut faire un changement de paradigme, mais finalement, pourquoi qu'on a besoin de faire un changement de paradigme? C'est que l'industrie de la construction est dans une vague de changement. Je ne sais pas si vous la vivez autant qu'on la vit au Québec, mais c'est une vague de changement qui ne va pas, autrement dit, s'évaporer, mais qui est là pour rester. Et cette vague de changement-là, elle découle de défis collectifs environnementaux, géopolitiques, mais également, évidemment, qui est accéléré par la pandémie, par une révolution technologique qui met en scène tout ce qui est contrat intelligent, chaîne de blocs et BIM, donc vraiment numérisation des activités de la construction. Et je crois qu'on en a parlé, mais on n'en a pas tant parlé, je trouve, aujourd'hui de cet élément. Et pour moi, puis je peux me tromper, mais j'ai la conviction que la révolution technologique, et là, évidemment, Cher 4.0, qui est en phase avec ça, va être la locomotive, en fait, une des locomotives vers des modes collaboratifs de réalisation de projets, puisque ça va être difficile à terme de faire une conception complètement intégrée de tous les professionnels qui ont des contrats distincts avec le propriétaire, avec une gestion de risque distincte, et d'avoir cette conception intégrée avec une multitude de contrats. Et je pense qu'on l'y a touché tantôt, mais le mode IPD, et je pense que c'est Daniel qui le mentionnait, qu'il y avait un projet au Canada qui avait été réalisé complètement sans plan et devis signé, outre les permis, pour être capable de passer finalement à cette étape-là, qui n'est sûrement pas très loin en termes d'années, on a besoin d'avoir d'autres outils contractuels. Et ce n'est pas avec les modes traditionnels, humblement, je pense, qu'on va y arriver. Évolution des mentalités des valeurs, on parle de responsabilisation des entreprises, les facteurs ESG, etc. Donc, de plus en plus, cette vague de changements-là amène des changements comportementaux. Et évidemment, le pipeline d'infrastructures publiques qui est très important et qui, chez nous, au Québec et au Canada, entraîne une véritable congestion des projets d'infrastructure qui fait en sorte que une de mes tâches comme avocat qui travaille pour des clients, c'est de rendre leur projet séduisant pour le marché parce qu'ils veulent avoir une soumission. Et parfois, ils n'ont pas de soumission. Et ce qu'ils me demandent, c'est, Martin, peux-tu, s'il te plaît, me rédiger des incitatifs contractuels qui vont faire en sorte que mon contrat va être attrayant pour le marché. Et les modes collaboratifs, présentement au Québec, parce que pour
je me suis aperçu que ce n'était pas évidemment intuitif, mais au Canada, on a évidemment plusieurs provinces et chaque province a son régime distinct. Donc, au Québec, moins de flexibilité, par exemple, qu'en Ontario, en Saskatchewan, dans l'Alberta. Nous, au Québec, on doit être très, très créatif parce que, un peu comme vous en France, on a un cadre juridique qui est très rigide. De sorte que, il y a des avocats comme moi, autrement dit, à qui on demande de faire des miracles avec le mode traditionnel. Et évidemment, si on avait des outils, un cadre législatif qui était un peu différent, évidemment, on aurait des meilleures solutions à proposer à nos clients. Donc, je l'ai dit, remise en question de nos façons de faire, d'une vision globale intégrée de la phase de la conception jusqu'à la phase de gestion, de maintien des actifs. Et je crois qu'il y a des gens dans votre équipe, professeur Lafage, qui travaillent aussi sur l'IoT. Donc, évidemment, ultimement aussi déconstruction des bâtiments. Donc, il faut vraiment avoir une vision 360 et non plus, avec la pénurie de ressources, avoir une vision à court terme avec des modes qui, finalement, ne favorisent pas adéquatement l'économie circulaire, par exemple. Évidemment, changement de culture et d'approche, je ne sais pas chez vous en France, mais chez nous, on a une pénurie de main-d'œuvre qui est très, très importante et les gens ne veulent plus travailler dans un climat qui est toxique, qui est malsain. Et ils veulent avoir, autrement dit, un environnement de travail, même dans l'industrie de la construction, qui est considérée comme étant un monde assez dur. Ils veulent avoir des conditions différentes. Les nouvelles générations vont avoir beaucoup de pression. Et maintenant, pourquoi on s'intéresse au mode IPD? Donc, j'ai évidemment apporté plusieurs réponses. Ça, c'est le mode traditionnel. Et vous le connaissez, donc je ne passe pas énormément de temps sur cette diapo-là. Mais ce que je veux vous illustrer, c'est qu'un projet, au final, c'est un ouvrage. Ce n'est pas 50 ouvrages. Là, j'ai appris un nouveau terme, c'est les corps d'État. Nous, on appelle ça des corps de métier. Ce n'est pas 50 ouvrages, c'est un ouvrage. Puis, dans un mode traditionnel, ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on cloisonne les ouvrages. Mais cloisonner les ouvrages, ça entraîne une panoplie d'effets collatéraux, effets secondaires, effets négatifs. Et ce qu'on devrait plutôt faire, c'est d'avoir un environnement contractuel qui, au lieu de cloisonner, au final, nous rassemble ensemble vers un objectif commun, qui sont les objectifs de livrer le meilleur projet pour notre client, pour votre client. 7 minutes? Ah, ça va bien. Je voulais vous afficher un diagramme qui a été préparé par une université, King's College, à London, qui est très avancée au niveau des techniques de construction, qui fait beaucoup de recherches et qui a fait une recherche très intéressante où on indique quels sont essentiellement les problèmes, en fait, les causes de différends. Et vous pourrez le consulter, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs, de causes dans ce diagramme-là qui découlent de la mauvaise planification puis de la mauvaise collaboration ou une collaboration inadéquate entre les parties. Et évidemment, c'est ce qu'on cherche à modifier. Rapidement, contrat. En fait, je vais passer assez rapidement pour vous illustrer les 5 principales caractéristiques d'un projet IPD. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, pendant la période de questions, on pourra les aborder. Mais évidemment, on a un contrat multipartite entre les professionnels, entrepreneurs et le client. On l'a parlé un peu plus tôt au niveau de la répartition des bénéfices et des risques. Et un point qu'on n'a pas touché énormément, c'est le processus décisionnel qui est collaboratif. Donc, pour ceux et celles qui se questionnent, il y a vraiment une structure à même le contrat IPD qui prévoit la gestion des décisions par différents comités. Généralement, il y a 3 grands comités, c'est-à-dire le SMT, le Senior Management
team qui va gérer plus les aspects très, très commerciaux ou qui va devoir trancher en cas de différend. Il y a le Project Management Team qui va être vraiment celle qui va donner les grandes orientations du projet puis qui va gérer tout ce qui est les modifications, l'approbation, gestion des coûts, gestion des équipes, mise en place de comités et des PIT, comme Daniel le mentionnait, les autres formes de comités qui sont les Project Implementation Team. Donc, il y a vraiment une structure organisationnelle de prise de gestion et, de manière très, très résumée, en cas dans l'éventualité où on ne s'entend pas, il y a des mesures qui sont prévues dans le contrat, que ce soit par un vote majoritaire, que ce soit par un vote unanime, ou il y a toujours la faculté, généralement, pour le propriétaire, si jamais il n'est pas en accord avec une décision, de pouvoir émettre un ordre de changement ou une directive qui va faire en sorte qu'il va pouvoir avoir le dernier mot, sujet toutefois à des rajustements au niveau de délais potentiellement et de coûts. Évidemment, j'ai touché tantôt la question de la responsabilité limitée des membres de la IPD. Évidemment, une implication des membres dès la phase de l'élaboration. Je ne rentre pas plus dans le détail, on a quand même abordé ce sujet-là abondamment un peu plus tôt. J'ai terminé. Excellent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a quelques minutes pour des questions avant de démarrer la table ronde. Regardez, c'est moi qui va faire le... J'ai une question. Est-ce qu'on peut trouver un modèle de contrat? Est-ce qu'on peut voir un modèle de contrat qu'on peut regarder, qu'on peut lire, qu'on peut échanger, qu'on peut donner aux étudiants, regarder avec eux, apprendre à travers ce contrat, comme si on visite un chantier? Oui. Est-ce qu'on peut visiter un contrat? Est-ce qu'il y a un contrat type? Il y a un contrat type au Canada qui s'appelle le CCDC 30. Okay. Il est en français, il est en anglais. Très bien. Ce n'est pas un document qui est parfait, mais c'est un document qui a quand même été utilisé fréquemment au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces contrats-là sont des contrats standardisés qui sont modifiés par des conditions supplémentaires. Donc, c'est un bon démarrage. Oui. Est-ce que je peux avoir une copie de ce contrat-là que je mettrai dans les documents que je vais distribuer après, ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir comme ça? C'est un document... On pourra s'en reparler. On peut s'en parler, d'accord, c'est bien. Très bien. Je vois des questions. J'ai vu une question ici. Je vais deux et je reviens après. Pardon. Excuse-moi, c'était plutôt un commentaire sur les contrats standards. Oui. En français, peut-être il y a moins. En anglais, il y a plusieurs dans le domaine public. Oui. Il y a plus pour lequel il faut payer une licence pour les lire. Mais domaine public, il y avait deux formes américains. EAE et Consensus Doc. C'est 191 et CD 300 de Consensus Docs, qui est peut-être pas 100% disponible, mais pas mal qu'on peut lire comme la forme. Et il y a aussi côté public les formats australiens. Et il y a, si on a des problèmes de dormir un soir, on peut se charger pour les lire, c'est pas mal. Juste une alternative. J'ai une idée que pour démarrer de mettre en place l'esprit IPD ainsi que le contrat, il y a une valeur de démarrer avec l'équipe senior de gestion dans une pièce, peut-être une petite salle plutôt qu'une grande salle, avec une paperboard vierge. Et on commence de parler qui va faire quoi, quelles sont les obligations, quels seront les KPIs clés, comment est-ce qu'on va le relier avec les paiements, machin. Et c'est une très bonne façon de former un team, une équipe senior, d'avoir des obligations personnelles en que les obligations contractuelles pour démarrer ça.
et de travailler ensemble, en mettant un document à mesure, et puis après, de le mettre dans une forme contractuelle, peut-être utilisée en norme ou pas, ça ne me gêne pas. Mais c'est une autre façon de travailler peut-être, plutôt que de démarrer avec une norme. Je reste... Oui, allez-y. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est pour compléter l'idée tout à l'heure. Comme en fait, si vous lisez ma biographie, vous allez voir, je suis également membre du conseil d'administration de la IPDA au Canada, comme Daniel. Et nous avons beaucoup de ressources à l'IPDA qui vous permettent d'obtenir de l'information additionnelle. Là, si jamais il y a des réponses, en fait, des questions qui demeurent non répondues après cette rencontre-là. On n'a pas touché tout ce qui est le processus d'approvisionnement, le procurement, comment on octroie un contrat, comment on négocie un contrat. Il y a plusieurs aspects qui n'ont pas été touchés. Donc, évidemment, ça nous fera plaisir d'en discuter avec vous, soit tout à l'heure ou ultérieurement. Merci. Quelque chose qui me vient à l'esprit, j'avais lu il y a un an ou deux des types de contrats qui s'appellent le FAC au niveau européen. C'est lié à l'IPD, le FAC 1, le FAC 2, le FAC 3 ou non? Le FAC, c'est plutôt long terme. Long terme. Long terme, c'est une alliance stratégique. Voilà. OK. Ça peut être utilisé comme... Please. Oui, c'est plutôt un nom britannique pour l'alliance stratégique long terme qui peut servir comme fondation pour un projet ponctuel, mais c'est mis en place pour plutôt long terme, plusieurs projets, et on utilise à fur et à mesure. En anglais, c'est un term agreement framework. Très bien, merci. René, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un type de contrat européen? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce qu'on voit qu'il y a des contrats au Canada, il y a des contrats en Angleterre, il y a des... Je vais lui répondre d'abord, puis... En fait, il y a, à ma connaissance, il y a un contrat standardisé au Canada, il y a 2 contrats standardisés aux États-Unis, et il y a un contrat standardisé en Angleterre, qui est le NEC. J'ai oublié le numéro. Mais il y a effectivement d'autres contrats développés par les différents États, par exemple en Australie, qui est rendu public. Il y a également un contrat en Angleterre qui est public, qui est rédigé par... En fait, je crois que c'est justement le professeur qui a rédigé qui a rendu qui a préparé la recherche avec le diagramme tout à l'heure de King's College. Oui. Donc, lui, il a rédigé, je crois, un contrat IPD qui est disponible également en ligne. J'arrive. Oui, le FIDIC, il travaille actuellement sur une forme collaborative. Je ne sais pas s'il sera exactement le même comme une alliance, mais c'est en cours. Et côté de FAC, il y a le PPC 2000, qui est plutôt alliance, soi-disant. Merci. Un petit complément sur le sujet? Parce que je sais que tu fais du juridique. Oui, non, mais parce que je pense que la question est intéressante. En fait, le FIDIC ne se veut pas être un contrat européen, mais en fait, il s'avère qu'il a une autorité et qui devient petit à petit, moi je vois nous, même en France, quand on veut commencer à travailler avec des étrangers, des Danois, etc., on utilise régulièrement le FIDIC. Et le FIDIC est particulièrement intéressant parce que dans la philosophie, déjà, ça n'a pas été écrit par des juristes, mais par des ingénieurs. Je pense que ça a tout changé. Et dans les philosophies, c'est un contrat qui est extrêmement collaboratif avec finalement assez peu de contraintes. Donc c'est un bouquin... quand même, par rapport au contrat français, si vous comparez la FNOR, c'est... Je crois qu'on pourrait avoir beaucoup de débats ici. Pardon. Merci beaucoup. Une question? Thibault? Oui, j'ai essayé un peu de franciser ce type de contrat avec pas mal de difficultés, le fait de vouloir travailler en allotissement. Alors, je vais déjà savoir si ce type de contrat, vous le faites que avec des entreprises générales, avec un coût global, ou est-ce que aussi vous le faites avec des entreprises, on va dire, une signature par corps d'État. Et si vous arrivez, et dans ces cas-là, effectivement, comment les entreprises s'engagent sur un coût pour pouvoir mesurer les gains pertes, parce que là aussi, l'expérience que j'ai, c'est tant que le dessin n'est pas fait, ils sont incapables, aujourd'hui, avec les techniques qu'ils ont, de pouvoir s'avancer, on va dire, sur un coût de construction objectif. Oui. On est toujours, évidemment, dans le mode IPD, dans la phase, lorsqu'on parle de l'entrepreneur général, lorsqu'on parle des professionnels à ce moment-là.
Est-ce que ce type de contrat, vous n'arrivez à le faire qu'avec des entreprises générales, avec un coût global qui va contracter, on va dire, avec le maître d'ouvrage, ou aussi, on va dire, avec un ensemble d'entreprises qui tous prennent une partie, on va dire, s'engagent mutuellement, moi sur l'électricité, moi sur la plomberie, moi sur les cloisons, moi sur la peinture. Est-ce que vous arrivez aussi à faire ce type de contrat multi-entreprise? C'est là qu'il y a une différence entre les contrats qu'on appelle Alliance et les contrats IPD. IPD, généralement, c'est le corps, là, en fait, de l'équipe. Là. C'est vraiment l'entrepreneur général, là, l'entreprise générale, l'architecte. Nous, c'est toujours des firmes de génie conseil, donc il y a l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur général, puis le propriétaire. Une fois qu'on a fait cette équipe-là, Daniel pourra même en parler davantage que moi, là, mais une fois qu'on a fait cette équipe-là, peut se greffer ultérieurement d'autres corps de métier, mais l'entente, elle est négociée à la base. Puis quand je dis l'entente, c'est que ce qui est important, c'est pas la négociation de l'entente, plus que de trouver la bonne équipe, les bonnes personnes, les bons individus pour former à l'intérieur de chacune des équipes représentant les entités, les gens qui vont travailler sur le projet. Donc, c'est vraiment ça le processus qui est le plus important. Après ça, le reste, c'est de l'économique. Puis ça, c'est la négociation. Donc, il faut vraiment avoir les deux en tête, là, tout ce qui est l'aspect qualitatif, puis l'aspect financier. Puis pour répondre à la question, c'est généralement les aspects financiers vont être négociés à l'intérieur d'un seul contrat par tous ces intervenants-là. Puis ultérieurement, il y a d'autres gens qui peuvent se joindre. Puis là, ça devient encore une négociation avec, par exemple, les 4 participants. Bien, si on veut avoir un autre participant, bien, il y a une négociation entre les 4 et le nouveau, et ainsi de suite. Alors que dans les projets Alliance, on a généralement des projets qui sont plus grande envergure, de manière générale. Je pense que Laurie pourra en parler davantage. Je vais lui donner la parole. Exact. Et il y a plus d'intervenants, là, je crois même, lors de la conclusion du contrat, comparativement à ce qu'on voit généralement au Canada, du moins, dans le IPD. Maître René Martin, j'ai une question qui m'a été posée par le WhatsApp. Le coût d'avocat, il est important dans ces types de contrats IPD ou bien non? Ah, c'est une très bonne question. Le coût d'avocat est toujours une question... est toujours une question qui dépend. Parce qu'on parle du coût d'IPD, là, on va parler du coût d'avocat, donc on voulait savoir. Tout coût est toujours relatif. Hein? Oui, bien sûr. Le coût de retenir un avocat pour faire un litige pendant 3 semaines, après avoir passé 1 an et demi à faire des procédures judiciaires, par rapport au coût d'investir dans un avocat pour l'accompagner dans la conclusion d'un contrat. Et vraiment, on est des années-lumière. Et moi, la blague, ce que je dis, parce qu'on est un cabinet qui fait du litige de construction, mais aussi, moi, je suis plutôt dans l'équipe construction-infrastructure. On accompagne, on n'est pas dans la phase litige, autrement dit, principalement. Puis ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de mettre au chômage nos collègues de l'équipe de litige. Mais c'est très raisonnable. C'est très raisonnable comme frais. Donc, c'est pas substantiel par rapport à ce que ça peut coûter quand un chantier ne va pas bien. Merci. Merci pour la présentation. Moi, ma question concerne plutôt la partie IPD Principles. Du coup, ma première question, est-ce qu'on trouve les mêmes principes dans le Alliance et le IPD? Ma deuxième question, est-ce que vraiment on doit cocher toutes les cases? On doit avoir le management collaboratif, la prise de décision collaborative, la désignation anticipée des parties prenantes, etc. Ou bien on peut dire, on peut garder toute la partie de collaboration avec la limitation de responsabilité, mais on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un contrat tripartite. La beauté de la chose, c'est que au Québec, nous, on parle à la base de mode collaboratif de réalisation de projet. Parce que quand on colle une étiquette à un mode, dans le fond, c'est juste parce que c'est plus facile d'identifier. Mais au fond, c'est tous les mêmes principes. On veut tous atteindre, autrement dit, un ouvrage dans le meilleur délai, avec le plus de value, puis au meilleur coût. Donc, un contrat IPD, en soi,
c'est un type de contrat, mais on peut énormément jouer avec ce contrat-là. Si vous regardez, par exemple, le contrat standardisé de base au Canada, puis vous comparez avec un contrat standardisé aux États-Unis, vous allez voir là, qu'il y a énormément de différences. Le contrat américain est beaucoup plus flexible au niveau des limitations de responsabilité. Il y a plus d'exceptions. Il y a énormément de marge de manœuvre en fonction de l'appétit que le propriétaire va avoir pour le risque. Puis, en fait, le propriétaire, mais aussi les autres parties. Merci. Il nous reste 3 questions rapides. Okay, I have a comment. I have a comment about the fees of the lawyers. So our projects are very successful when we don't need any lawyers, and that's our goal. Obviously, in the very beginning, when we developed the model, yes, we used lawyers also. But obviously, I mean, honestly, nowadays, when the companies are coming to the commercial discussion, they don't have lawyers. They don't bring lawyers with them. It's only business leaders and also those top management people from the owner side, because it's so standardized. We don't have to talk about that anymore. Mm-hmm. So the other thing is about your question about whether you can take some stakeholders out from the contract. We have done it in some cases, and we have found that it's not a good idea, because then if they go behind, for instance, owner, then there is a border. Then the general contractors or the other parties can say that because they are not part of the team, they are behind you. You are responsible about them. The owner is responsible about what they are doing. And it's a different environment when everybody's at the same table and they are collectively responsible about the whole project delivery. It makes a difference. Thank you so much for this contribution. Chairman, please. Thank you very much. So thanks for the presentation. So since you mentioned about innovation and digitalization like blockchain and other technologies in your presentation, so actually I have, my PhD is studying why we need integrated design delivery for digital fabrication in construction. So in a typical, like I have read one of the typical IPD contracts in America, which one of the clauses stating that the team need to develop and adopt this kind of novel technologies and construction method, for example, prefabrication, modular products, something like that. That was written on the clause. So how would you advise if you advising clients? How would you advise them to include this kind of new technology, like digital technologies or blockchain or something like that on the contract? Or do you think this is important? It's a great question, and maybe the answer en fait, je peux parler en français, il y a la traduction. Oui. Donc, c'est une très, très bonne question. Et ce qui est un peu particulier, c'est que la réponse que je pourrais donner maintenant et la réponse que je donnerais peut-être dans 1 an, c'est pas la même, parce que la technologie bouge tellement rapidement. Moi, personnellement, un axe de développement que j'ai, c'est tout ce qui est l'intégration des technologies. Et là où j'essaie d'avoir une plus-value, c'est au niveau de la rédaction des clauses contractuelles reliées au BIM pour faire en sorte que justement dans la gestion des risques, les parties soient confortables dans le fait de s'investir pleinement dans le BIM et qu'il n'y ait pas de sous-entendu, de points d'interrogation et que surtout, on ne se rend pas compte, autrement dit, en plein milieu de la conception ou en phase d'exécution que finalement, on n'a pas demandé aux professionnels. En fait, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait comme propriétaire, puis on l'a découvert au fur et à mesure de la conception et que notre besoin n'était pas adéquatement exprimé. Donc moi, c'est la façon que je suis en mesure d'aider des clients. L'autre façon, au niveau de l'identification, par exemple, là, de tout ce qui est préfabriqué, ça soulève plein d'enjeux. Honnêtement, je ne l'ai pas vu énormément parce que c'est quelque chose de très nouveau. Mais vous voyez, au Québec,
on a commencé à mettre en place un nouveau mode de réalisation qu'on appelle le conception-construction progressif. Pour ceux qui sont familiers avec le mode aux États-Unis, c'est Progressive Design Build. En Angleterre, c'est Two-Stage Tendering. Donc, c'est un mode, je dirais, de transition ou alternatif qui fait en sorte qu'on va sélectionner toute l'équipe, une seule équipe, entrepreneurs, professionnels, qui vont, par leur qualité, vouloir travailler ensemble et développer, un peu comme le mode IPD, la phase de validation, la phase de conception, pour en arriver à un moment donné avec un prix forfaitaire et l'accorder. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mode-là est utilisé en particulier pour de la préfabrication, de la même manière qu'on peut le faire avec le mode IPD. Donc, ça rejoint un peu une question qu'on avait eue tout à l'heure. Il n'y a pas un mode, il y a plusieurs modes. Puis, vous ne devez pas nécessairement viser un mode IPD en premier. Peut-être que vous pouvez partir d'un mode plus traditionnel puis commencer à intégrer des incitatifs ou autrement dit, une gestion plus collaborative. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître René Martin. Une dernière question avant de passer à la table ronde. C'est Vincent. Alors désolé maître, mais c'est pas une question, c'est plus un appel en fait, parce que c'est vrai que cette question d'avoir une référence d'un contrat IPD en langue française et qui soit adapté au marché français, on est, je pense, plusieurs à être allés voir ce qui existait sur le marché. Moi, j'ai même des références de Hanoï Benoï, c'est un avocat qui est à San Francisco, qui a fait un contrat type, qui est plutôt pas mal. Et en fait, je trouve que comme autour de la table, en fait, on a la chance d'avoir des entrepreneurs, on a la chance d'avoir des maîtres d'œuvre. Moi, je pense que ça serait à l'Institut de le faire. Voilà. C'est une bonne demande intéressante. Elle sera sur la table dans le prochain CA qui sera demain. Toujours intéressé à collaborer. Merci Vincent. Tu veux nous poser une question ? Non, c'est par rapport au contrat vous avez les consensus docs, que vous connaissez sûrement, le modèle 300 qui est déjà une base sur l'IP. Donc il y a un mode collaboratif, il y en a plein, c'est intéressant, vous pouvez les obtenir. Ils sont payants, mais c'est très facile à obtenir des contrats et des exemples de contrats d'alliance sur la méthodologie. On parle aussi sur des méthodes du TVD, donc il y a plusieurs éléments dans les consensus docs. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements vraiment très chaleureux à Maître René Martin.